Dans ce qu'a dit Eric Stemel, il y a beaucoup de points sur lesquels je vais repasser d'une autre manière, comme je vais repasser sur des choses que j'ai entendues ce matin, notamment sur la robotisation, la tiercerisation, sur quelque chose dont on parlera ensuite sur la surburnation et avec Daniel Linhart. Là, on a évoqué le coût du travail et je vais m'appliquer à parler du travail, du marché du travail en revenant sur ce terme marché. Bref, n'étant pas économiste, je vais en réalité faire du zigzag entre l'ensemble de ces expressions, m'intéressant plus aux mots qu'à autre chose, et nécessairement, en m'intéressant aux mots comme je vais m'y intéresser, je vais aussi enfoncer quelques portes ouvertes, parce que même si je fais du slalom, je passerai des fois directement par la porte ouverte pour gagner du temps et que ça ne dure pas plus d'une demi-heure. Je commencerai simplement en disant que il y a peu de temps, j'ai rencontré un économiste de l'école dite mathématicienne, c'est-à-dire ceux qui défendent l'idée que l'économie est une science exacte dont les résultats peuvent être scientifiquement contrôlés et certifiés. Alors, j'avoue que j'ai à peu près rien compris à ce qu'il m'a dit. Je pense que lui n'a à peu près rien compris à ce que je lui disais. Et c'était un dialogue assez intéressant. Alors à un moment quand même, j'ai fait semblant de comprendre quelque chose en essayant de le ramener à des notions qui nous sortent des équations et des chiffres, en lui disant mais abordons la question de façon différente si nous tentions de formuler une définition contemporaine du travail, ou en d'autres termes, qu'appelle-t-on travail aujourd'hui ? Alors sa réponse a été assez laconique, je le cite. Ouais. Ah oui, c'est compliqué, oui. Oui, oui, c'est très compliqué le travail. Oui, oui, c'est compliqué. Ouais. Et puis, le silence. Alors visiblement, le travail n'appartenait ni à son champ de recherche, ni à ses préoccupations. Il n'était pas pour lui une donnée centrale de l'économie. Au mieux, le travail avait une sorte de valeur instrumentale. C'était le détour obligé pour financer la consommation et les loisirs. Alors, bien sûr, il est évident que pour les tenants de l'économie politique, qui sont assez rares en France, mais qui sont beaucoup plus nombreux dans les pays anglo-saxons, dans le monde universitaire anglo-saxon, le travail, Eric Stemler en a parlé, est l'élément central, le créateur de richesse, au même titre que les autres facteurs de production. Et même pour certains, et pas seulement les économistes marxistes, le seul créateur de valeur. Dans la dynamique du capitalisme, Fernand Braudel notait: est-il une seule société qui n'accumule des biens capitaux et qui, par le travail, ne les reconstitue et ne les fasse fructifier? Alors, en même temps, c'est vrai que mon économiste mathématicien n'avait pas entièrement tort. Parler du travail, c'est compliqué, parce que dès qu'on aborde cette question, au fond apparaît une figure de Janus. D'un côté, le travail est présenté comme porteur d'une valeur morale, exalté comme porteur d'une valeur morale supérieure. Les chômeurs sont tous des feignants, les assistés sont des parasites, etc. Et puis de l'autre, ça apparaît comme une sorte de torture nécessaire qui donne aux individus les moyens simplement de leur existence et de leur dignité. Eric Stemlen a aussi cité le mot dignité. Et ces deux faces, je vais m'attarder un peu là-dessus, parce que ces deux faces sont des faces moralisatrices et bien pensantes, puisque les deux, de quelque façon qu'on les prenne, accordent une valeur morale au travail. Vous savez que j'ai travaillé sur les origines du christianisme, et par exemple, Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, stigmatise ceux qui refusent le travail.
De nuit, je le cite, hein, de nuit comme de jour, nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et puis, je peux un peu continuer sur ça, parce que dans la doctrine des apôtres, qui est aussi un texte religieux du début du IIe siècle, on développe Paul en disant « Vous tous, fidèles, toujours et à toute époque, chaque fois que vous n'êtes pas dans l'Église, c'est important, chaque fois que vous n'êtes pas dans l'Église, soyez assidus à votre travail durant toute votre vie. Travaillez donc toujours, car la paresse est un vice qui n'admet pas de guérison. Si un homme chez vous ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Dieu hait les paresseux, car un paresseux ne peut pas être infidèle. » Vous verrez que cette dimension religieuse est quelque chose qui perdure. Parce que, je vais avancer un peu, dans un économiste anglais du XVIIIe, Josiah Tucker, reprise par Turgot, lui expliquait que la corruption actuelle des mœurs ne doit-elle pas être regardée comme la vraie cause pour laquelle tant d'hommes manquent d'emploi, parce que la débauche leur fait perdre le goût du travail. C'est beau comme du diatase, dirait Eric Stemlen. C'était, voilà. Et cette idéologie se retrouve chez Freud. Freud qui écrit « La grande majorité des humains ne travaillent que par nécessité, et cette naturelle aversion humaine pour le travail proviennent des problèmes sociaux les plus difficiles. » Bon, ça atteint là aussi une atroce caricature dans les textes des nazis qui amenait une nouvelle catégorie pour ceux qui étaient réfractaires au travail. Ceux qui étaient réfractaires au travail étaient évidemment déportés dans les camps de concentration et frappés du triangle noir des asociaux. Alors, quand on dit ça, ça fait évidemment réfléchir et ça fait un peu peur, parce que cette idée des réfractaires au travail, qu'il faut contraindre, qu'il faut forcer à travailler, eh bien, c'est une idée qui est en circulation aujourd'hui dans les projets de réforme du Code du travail. C'est-à-dire qu'un chômeur ne pourra plus être un chômeur, il sera obligé d'accepter l'emploi qu'on lui désignera, etc. Alors heureusement, on ne les mettra pas dans des camps, mais il y a la même idée de réfractaire au travail. Et c'est vrai que tout ça me rend toujours très mal à l'aise depuis que j'ai lu dans le grand livre sur le vocabulaire nazi que directeur des ressources humaines était DRH, le fameux DRH que nous connaissons maintenant, était dans le vocabulaire ce qui désignait les dirigeants des camps de concentration. Passons. Alors, en même temps, la valorisation du travail du côté de la dignité relève aussi de la morale chrétienne, même si elle a été adoptée par les marxistes. Friedrich Engels fustige lui aussi le mépris du travail productif des hommes. Et puis, pour la bonne bouche, Jean-Paul II, dans un discours à propos des bénédictins, nous invitait à remettre le travail au cœur même de la dignité de l'homme. Pardon, le travail au cœur même de la dignité de l'homme. Et vous avez tous en tête la règle 48 de Saint-Benoît, bien sûr, qui souligne en effet que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Voilà, vous pouvez le noter. Alors, en même temps, il y a l'autre versant, parce que on peut aussi considérer le travail, tout au moins le travail contraint, comme une obligation méprisable, qui emprisonne et rabaisse l'homme sans lui apporter la moindre dignité. Paul Veyne, dans la Société romaine, pointait que dans l'Antiquité, je cite Paul Veyne, l'homme réputé homme de loisir était pleinement homme, homme tout court. Et voilà. Au contraire, c'était stigmatiser quelqu'un que de le désigner par son métier. Cicéron, de son côté, je crois que cette chose-là est assez connue, affirmait que tous les artisans exercent un métier vil. Un atelier n'a rien qui convienne à un homme libre. Quant au satiriste Martial, je dois la citation à Éric, il n'hésitait pas à revendiquer le droit
à la paresse propre à l'homme libre. Alors le droit à la paresse, ça évoque évidemment Paul Lafargue qui commençait son fameux essai par cette phrase « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie est l'amour du travail, la passion furibonde du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Et il constatait, au contraire de Freud, que le prolétariat s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Donc voilà, là j'ai fait un espèce de tour général, ça fait partie des zigzags que je vous avais annoncés, et maintenant je vais enfoncer quelques portes ouvertes, en se demandant mais qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que le travail aujourd'hui est devenu un terme finalement si courant, si banal, qu'il ne semble plus mériter la moindre interrogation. Rappelez-vous de mon économiste mathématicien. Le travail, c'est le travail, un point, c'est tout, il n'y a rien à voir et rien à discuter. Et c'est vrai que le travail ne se voit plus. Il a connu de telles transformations depuis des siècles que même ses images les plus emblématiques sont quasiment invisibles. Vous m'avez entendu dire, pardon si je radote, que si on prend comme référence le cinéma, la télévision, la production romanesque, eh bien, le travail en tant que tel est quasiment inexistant. Il est en tout cas très rarement présent dans tous ces ensembles qui expriment finalement l'imaginaire d'une nation. Ça n'existe pas, ça a disparu, on ne sait très bien où à se demander si on travaille encore en France. Alors, c'est vrai que d'immenses secteurs qui requéraient des forces nombreuses d'ouvriers, leur savoir-faire, leur expérience ont disparu. La mine, la métallurgie, la construction automobile dans une certaine mesure à cause de la robotisation des tâches, etc. Et pourtant, même s'il est peu ou pas représenté, le travail manuel n'a pas vraiment disparu en France, puisqu'on sait que au moins la moitié des personnes actives, soit environ 14 millions, sont des ouvriers, des employés qui remplissent toutes sortes de tâches d'exécution définies et limitées, souvent ingrates. Alors, bien sûr, il n'y a plus de mineurs de fond, mais il y a aujourd'hui des caissières de supermarché et des filles de salle, des personnels polyvalents des services hospitaliers. Traités comme des moins que rien, ça va sans dire. Et la tertiarisation et l'informatisation de l'économie ont développé de nouvelles formes de travail, guère plus valorisant que le travail manufacturier. Les sociologues et les économistes eux-mêmes ont encore beaucoup de mal à les identifier. Et ces emplois de service, on ne sait pas comment les nommer. Alors c'est très curieux quand on s'intéresse, qu'on essaye de lire un peu autour de ça, on s'aperçoit que dans les publications, on parle de travail d'articulation, d'organisation, de combinaison, d'ajustement, de rôle d'interface, de pilotage à distance, et cent autres termes encore. Et il semble y avoir tant de définitions du travail que finalement on ne sait plus ce que le travail recouvre comme réalité. Alors peut-être je pars de choses toujours assez simples, je continue d'enfoncer mes portes ouvertes, puisqu'on distingue classiquement deux formes de travail, le travail de création d'un côté, et puis de l'autre côté, le labeur forcé, le turbin, le boulot, de l'argot courant, le turf, enfin ce que l'on veut, quoi. Donc le travail comme œuvre de création, et puis le travail comme contrainte. Alors ce qu'on peut dire très simplement, c'est que le travail, finalement, c'est un lieu et une activité sociale, c'est-à-dire quelque chose qui entre dans le processus de production et le circuit économique. D'abord, c'est une partie de la vie, le temps de travail, la formation, le travail, la retraite, c'est une partie de la vie. Ensuite,
Le travail, c'est un temps de la journée, métro, boulot, dodo, voilà, c'est un temps de la journée. Ensuite, c'est une situation hiérarchique, en général de subordination, on en reparlera, une situation dans la chaîne de production avec sa hiérarchie, et puis enfin c'est une appartenance, hein. Je travaille à la Poste, ou je travaille à la RATP, ou je travaille chez un tel et un tel. Puis c'est également un statut social. On déclare je suis cadre, je suis ajusteur-outilleur, je suis prof, ou je suis ouvrier imprimeur. Puis de façon plus générale, c'est collectif, c'est un ancrage, l'appartenance à une classe sociale, la classe ouvrière ou la working class des Anglais, et puis un statut qui peut être envié ou pas. Tu seras ouvrier, mon fils, tu seras ou tu ne seras pas un travailleur. Alors, le travail dans le sens « j'ai un travail » est constitué dans les pays développés d'au moins 3 éléments. Un revenu stable, un salaire, c'est-à-dire un revenu fixe en contrepartie d'un lien de subordination, et le salaire est de très loin le mode de rémunération le plus répandu. Mais il n'est pas le seul. Il y a en France environ 3 millions de travailleurs indépendants sur presque 27 millions d'emplois actifs non chômeurs en 2016. Et puis c'est aussi une garantie qui permet d'avoir accès à des crédits. En même temps, en faisant cette définition, je dirais, extrêmement simple du travail, cet inventaire extrêmement simple de ce que peut être le travail, je n'oublie pas aussi les ombres qu'il faut ajouter à ce travail et qui contrastent cette définition, parce que bien sûr, le travail est aussi une activité pénible et une activité qui peut être facteur de risque. Et les chiffres de l'espérance de vie le démontrent. Aujourd'hui, en France, un ouvrier de 35 ans peut espérer vivre jusqu'à 74 ans, tandis qu'un cadre supérieur atteindra 81 ans ou plus. Donc, et puis on sait, des études ont été faites en Angleterre, que le travail contraint génère bien entendu toutes les maladies cardiaques, pulmonaires, gastro-intestinales, les cancers, les dépressions, les accidents, les suicides. Enfin voilà. Et on se rend compte aussi, et ça a été abordé ce matin, et je pense que Daniel Linhart l'abordera aussi plus tard, que le travail tel qu'on le définissait jusque, disons, dans les 30 Glorieuses, est aujourd'hui contesté par de nouvelles formes de travail. On a les travailleurs pauvres, les stagiaires, les emplois temporaires, les précaires, etc. Le travail sans activité pérenne et sans revenu, le meilleur exemple est le contrat zéro des Anglais, et le travail sans revenu stable et sans hiérarchie apparente, Uber et l'ubérisation. Alors c'est contesté aussi par l'expansion du travail non marchand, non rémunéré. Ça c'est très intéressant. Dans un débat, j'ai entendu Aurélie Trouvé d'Attaque citer un pourcentage que j'ai trouvé très éclairant. Elle disait que dans le monde, 75% du travail est exécuté par des femmes. Or, sur ces 75% du travail exécuté par des femmes, seulement 25% serait du travail salarié. Ce qui veut dire qu'il y a une masse énorme de travail qui sert directement aux intérêts du capital, enfin indirectement et directement, tout simplement si l'on considère que telle mère de famille entretient sa famille, ses enfants, nourrit son mari qui travaille, etc. Mais ce travail-là est un travail qui n'est pas reconnu comme tel et qui sert directement le capital. Et puis on peut voir aussi comme travail non marchand tout ce qui appartient au bénévolat, c'est-à-dire aussi bien les parents d'élèves qui, le midi, vont faire 20 minutes de lecture dans les écoles maternelles aux enfants qui ne sont pas dans des familles francophones, que les gens, comme ceux qui sont aujourd'hui aux rencontres d'économie, qui sont des bénévoles, qui aident pour les festivals, qui aident pour les activités artistiques et citoyennes. Alors, toutes ces activités servent en réalité le bien commun et participent évidemment
à la richesse de la nation sans que ce travail soit rémunéré autre que de façon symbolique. Puis ensuite, on a abordé la question ce matin. Il y a évidemment tout le travail qui est renvoyé du côté des consommateurs par les producteurs à travers la robotisation. Quand vous prenez votre billet de train pour partir, eh bien c'est vous qui faites le geste dans la machine, qui l'imprimez, qui le tirez, et qui d'ailleurs vous faites, si vous avez oublié de le poinçonner, c'est vous qui êtes pénalisé. Pareil pour la RATP, etc. Donc on voit bien comment ce travail-là est renvoyé vers les consommateurs, tout simplement parce que ça permet à ces entreprises de faire d'énormes économies sur le travail, parce que en faisant faire gratuitement le travail des employés, eh bien, ça permet que ces employés, on n'a plus qu'à les utiliser à temps partiel, de façon contrainte, et avec une très très faible rémunération, et ce qui permet d'avoir évidemment, en réduisant la masse salariale, d'avoir des profits considérables. Alors, tous ces éléments additionnés font que certains pronostiquent aujourd'hui la fin du travail, entendez, la fin de l'emploi, et d'autres de théoriser sur un travail sans emploi, c'est-à-dire lié à une rétribution qui ne serait pas nécessairement financière. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit prendre acte de cette fin du travail ou au contraire, lui redonner un but autre que l'accroissement du profit et réorienter l'activité humaine dans le sens du bien commun. Dans le discours sur la servitude volontaire, la Boétie s'interrogeait pour savoir si d'autres sortes de républiques sont meilleures que la monarchie. Alors en le paraphrasant, à notre tour, nous devons nous interroger pour savoir si d'autres sortes de travail sont possibles, autres que celles qui aujourd'hui asservissent des millions d'individus, si le travail peut être créatif et permettre à l'individu de s'épanouir pleinement, le labeur forcé et contraint, qui finalement serait une calamité dont il faudrait se débarrasser. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'Eric Stemlen a dit sur l'impérieuse nécessité d'augmenter les salaires, bien entendu. Je veux simplement vous proposer quelques pistes de réflexion pour penser le travail autrement. Je dis des pistes, des questions, je n'ai pas de réponse. D'abord, celle qui m'importe le plus, qui est évidemment de baisser le temps de travail. Parce que, en reprenant l'éternel argument du patronat et de l'Église, on en revient encore à cette dimension religieuse, baisser le temps de travail livrerait la population à l'ivrognerie et à la débauche. C'était vrai au XIXe siècle et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a eu récemment des déclarations du MEDEF dans ce sens-là. Et je pense que, voilà, une des fautes majeures, une des hontes du gouvernement Hollande et Valls, c'est d'avoir renoncé à ce combat pour la baisse du temps de travail, qui est le combat historique de la classe ouvrière. Et c'est incroyable que qu'on y ait pu y renoncer, parce que c'est un combat essentiel. Alors de l'autre côté, évidemment, toutes les organisations patronales prônent pour l'augmentation du temps de travail, augmenter le temps de travail, parce que si on augmente la durée légale sur une semaine, sur un mois, sur une année, etc., eh bien, ça va mathématiquement, j'ai envie de dire, augmenter les profits en limitant les rémunérations. Moins d'heures supplémentaires, moins de congés payés, moins de tout, moins de prétendues charges sociales que sont les retraites. Et puis, il y a aussi la dimension du contrôle social. Déjà, Napoléon avait écrit un texte que je n'ai plus en mémoire, mais expliquait très clairement, il faut les faire travailler beaucoup et longtemps, parce que tant qu'ils travaillent beaucoup et longtemps, ils ne pensent pas à faire la révolution. L'essence de ce qu'il disait, c'était ça. Et ça continue d'exister, ça continue d'être dans la tête des dirigeants et aussi, bien entendu, des socialistes en peau de lapin qui ont amené la France où elle en est. Et moi, je pense que devant cette transformation incontestable de ce qu'on peut nommer travail, eh bien, oui, c'est vrai que seule la baisse du temps de travail permettrait de partager les emplois et non pas
avec une dimension morale ou financière, simplement pour que chaque citoyen puisse avoir le sentiment de participer à la richesse de la nation et que cela restaurerait entre les citoyens une égalité politique qu'on leur dénie par ailleurs. Hein, les chômeurs feignants, les assistés, les précaires, etc. Et alors, si maintenant on regarde un peu en avant, si on regarde devant nous, Jack Ma, le propriétaire du géant de l'e-commerce Alibaba, se basant sur l'automation du travail, a déclaré lors d'une conférence à Détroit que d'ici 3 décennies, les gens travailleront seulement 4 heures par jour et peut-être 4 heures par semaine. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette prévision rejoint des études d'anthropologie sur les sociétés dites primitives, sur les aborigènes, sur les bushmen, etc., où les anthropologues ont mis en évidence que ces femmes et ces hommes, en réalité, travaillaient 3-4 heures par jour et maîtrisaient à la perfection et leur production et leur consommation. Et d'un seul coup, on a l'e-commerce et la préhistoire qui se rejoignent en disant il faut absolument baisser le temps de travail. Alors, la CGT réclame la semaine de 30 heures. Moi, je dis soyons réalistes et réclamons la semaine de 20 heures. Ce qui d'ailleurs, au passage, réanimerait la grande question de Paul Lafargue, qui est pour moi toujours d'une brûlante actualité. À partir du moment où les individus sont libérés par l'industrialisation ou par la robotisation ou par l'informatisation des tâches asservissantes qui étaient les leurs, que fait-on du temps qui leur est rendu? Mais bon, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Alors, deuxièmement, et voilà, je pense qu'il y a aussi réduction du temps de travail. Deuxième chose, c'est évidemment de reconnaître aux salariés une place déterminante dans les décisions, dans les orientations, dans les choix de la direction des entreprises à l'intérieur desquelles ils travaillent. C'est impossible de les exclure des décisions dont ils sont eux-mêmes les maîtres d'œuvre et ensuite, et très souvent ces temps-ci, les victimes lorsqu'on décide qu'ils sont la variable d'ajustement dont il faut se débarrasser. Alors là aussi, on entend le patronat crier « c'est impossible, c'est pas possible » et tout. Sauf qu'il y a un exemple historique qui montre que c'était non seulement possible, mais extrêmement profitable et extrêmement rentable. C'est l'expérience des poêles Godin. Godin, en son temps, a réuni toutes les semaines un comité scientifique de son entreprise où les chefs d'atelier et lui-même discutait des améliorations à amener à la production, des trouvailles des uns et des autres, etc. Et Godin a même fini par donner son entreprise à ses employés, et ce système a fonctionné jusqu'en 1968 avec un très grand succès. Donc il y a aussi ça. Et puis ensuite, je pense que le troisième point, il y en aurait sans doute beaucoup d'autres à évoquer, mais en tout cas, le troisième point pour moi serait justement de faire rentrer dans le cercle du salariat tout ce qui est de l'ordre du système non marchand. C'est-à-dire que de le rendre pérenne, de reconnaître ce travail pour ce qu'il est et de le financer par le coût finalement de la solidarité nationale. Hein? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, en termes contemporains, c'est la solidarité. Donc on rejoint là quelque chose qui est la grande intuition des révolutionnaires de 89. Et je pense que ce travail non marchand devrait être pérennisé et financé par la solidarité. Parce que personnellement, je ne crois pas du tout ou très peu à l'idée d'un revenu universel, parce que c'est à mes yeux une idée simplement néolibérale où l'individu n'est considéré que comme une chair à vivre, sans savoir, sans talent, sans avenir. Donc je pense qu'il faudrait rentrer dans le salariat. Alors voilà, ces 3 pistes que je vous livre, un peu comme on lâche des ballons dans le ciel. Alors, juste, j'ai le temps de finir ou j'ai un droit à 5 minutes? Hein? Non, j'ai juste
une chose, parce que Eric Stemlen a parlé du marché du travail. Et c'est vrai que dans l'expression marché du travail, c'est évidemment le mot marché qui sonne à mes oreilles. Parce que qu'est-ce que ce marché dont tout le monde parle et que personne n'a jamais vu? Alors, c'est très clair, pour les économistes orthodoxes, ceux qu'on appelle les néolibéraux, et on revient à la dimension religieuse, le marché, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Margaret Thatcher est son prophète. Et son évangile, c'est « il n'y a pas d'alternative ». Une fois pour toutes, le capitalisme est la fin ultime de l'organisation humaine et le marché se confond avec la démocratie. Alors, à ce propos, d'ailleurs, en discutant avec un économiste américain, il m'a fait remarquer que sur ce terrain-là, lui, il parlait d'un discours théologico-économique. Et j'ai trouvé l'expression très juste parce que dans la vulgate médiatique et universitaire, le marché est un dieu que nous devons vénérer et à qui nous devons rendre hommage et auquel nous devons absolument tout sacrifier, notre corps, notre esprit et notre vie, tout simplement. Et y compris l'emploi. Et voilà, donc tout ça est présenté comme une vérité révélée. Alors la question vient maintenant, tout simplement, s'il y a un marché du travail, qu'est-ce qu'on vend sur ce marché? Parce que si l'emploi devient une marchandise comme un autre sur le fameux marché du travail, eh bien, je crois qu'à l'étal, nous sommes devant une sorte de marché aux esclaves, tout simplement. Mais ça mériterait d'autres développements et je ne veux pas être trop long vu qu'il fait très chaud. Voilà. Donc, je crois que le travail, finalement, est une sorte de totem planté à l'intérieur de notre société, un totem qu'il faut abattre en le pensant autrement, parce que le travail n'a pas à être porteur de quelque morale que ce soit, et l'individu n'a pas à s'asservir volontairement pour simplement pouvoir continuer à vivre. Donc, le travail doit s'affranchir du marché, il peut et doit être source de création, de satisfaction personnelle, de droit, qu'il soit à la paresse, à la culture, au savoir, aux sciences ou aux arts. Alors peut-être que vous allez me dire que je rêve un peu, que je suis un utopiste, un socialiste, un communiste, un anarchiste ou n'importe quoi eniste, mais moi je crois que ce combat pour le travail est le combat que nous avons droit devant nous, notamment avec ce qui s'annonce sur le plan politique en France, c'est que ce combat, nous devons le donner parce que, comme dit Brecht, on peut perdre, mais ceux qui ne combattent pas ont déjà perdu. Voilà.